Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. L'objectif de cette vidéo n'est pas de remettre en cause l'histoire officielle des croisades, mais plutôt d'informer sur une phase de l'histoire qui a été très peu exploitée par les historiens. Les guerres ont toujours eu un enjeu économique souvent camouflé par de faux prétextes. Cette période de l'histoire n'a pas échappé à la règle. Nous sommes au Xe siècle. L'Occident est étouffé par des guerres internes et privées orchestrées par des chevaliers et leurs maîtres, instaurant ainsi la terreur parmi les populations. Le fondamentalisme chrétien empêche un développement favorable des sciences plutôt contraire à leurs croyances, empêchant ainsi tout progrès possible. En Orient, depuis le 8e siècle, une nouvelle civilisation s'active à faire de la ville de Bagdad le centre du savoir, et son modèle va devenir un exemple permettant l'expansion des sciences de l'Orient vers l'Occident. Samarcande, Koufa, Bassora, mais aussi Damas, Alep, Istanbul, Le Caire, Kairouan, Tlemcen, Fès, ainsi qu'une grande partie de l'Espagne avec les villes de Cordoue, Séville, Grenade, Tolède, possèdent tous des écoles, universités et bibliothèques, devenant ainsi pendant plusieurs siècles les plus grands centres des sciences dans le monde. Un autre point important, cette même civilisation est l'intermédiaire entre l'Asie et l'Europe dans le commerce de la soie et des épices. Les nouveaux maîtres de l'Église ont une vision complètement différente de leurs prédécesseurs, et en 1095, le pape Urban II annonce le début des croisades à partir de la ville de Clermont-Ferrand. Alors qu'en Espagne, la Reconquista a déjà commencé. Tous ceux qui prennent part à ces croisades doivent financer eux-mêmes cette campagne. Chaque croisé doit gager ses biens immobiliers auprès de l'établissement religieux l'Orde de Cluny. Dans le contrat, il est stipulé que si le croisé décède en chemin ou soit incapable de rembourser à son retour, son partenaire religieux conservera les biens gagés. Cette stratégie financière va aussi toucher ceux qui ne partent pas. Les clercs sont dans l'obligation de donner le 20e de leur revenu annuel dès qu'une croisade est proclamée. Enfin, quant aux personnes ne voulant pas prendre part aux croisades, devaient se libérer d'un vœu moyennant là encore une donation. Ce sont surtout les grandes villes italiennes de l'époque qui gagnent incontestablement dans les opérations, notamment par la structuration de leurs réseaux commerciaux. Dès la première croisade, Venise et Gênes se proposent pour le transport des troupes. Les croisés passent avec les propriétaires des bateaux un contrat de location. Le navire se loue soit en entier, armé et approvisionné pour 8 à 12 mois, soit à la place. Parfois, les responsables d'une croisade négocient la location d'une flotte entière. Ainsi, lors de la 4e croisade fut négocié en bloc avec Venise le passage de 4500 chevaliers, autant de chevaux et le double d'écuyers. Pour répondre à la demande, Venise fait construire plus de 100 embarcations. Aussi importantes que les réseaux commerciaux, les routes vers l'Asie se sont modifiées sous l'impulsion des croisades. La petite ville d'Amalfi, près de Naples, a su profiter de la Méditerranée orientale pour développer un fructueux commerce triangulaire, emportant d'Europe bois, fromage, miel, vin, puis fer et armes vers Alexandrie. Elle repartait avec des textiles et de l'ivoire et complétait son chargement par des épices et des soieries achetées à Constantinople. La ville d'Amalfi se positionnait ainsi comme principal destinataire occidental des deux grandes routes intercontinentales de l'époque, la route de la soie et celle de l'océan Indien. Les croisades ne changèrent pas ce parcours, mais ouvrit la mer Noire aux Italiens. Autrement dit, ces modifications permettent de diversifier les voies d'accès aux produits asiatiques, éliminant ainsi un intermédiaire, les commerçants arabo-musulmans sur la route des épices et celle de la soie. Fin du XIe siècle, l'armée d'Angleterre, guidée par le célèbre roi Richard Cœur de Lion, rentre des croisades rapportant des pays musulmans de nouvelles armes de poing comme l'arbalète et des armes de siège comme le trébuchet à contrepoids. Voici un événement qui va changer définitivement l'histoire de l'Europe, la prise en 1236 de la plus grande ville des sciences en Occident par les armées chrétiennes, Cordoue. Il faut savoir qu'à cette période, l'Espagne musulmane possédait plus de 70 bibliothèques. Étonnamment, aucune d'entre elles n'ont été détruites ou brûlées. Le médecin personnel du roi Alphonse Ier et traducteur Pedro Alfonso joue un rôle essentiel pour faire comprendre à l'Europe de traduire tous ses ouvrages scientifiques de la langue arabe vers le latin. Un centre de traduction ouvre sur le modèle de Bagdad dans la ville de Tolède, attirant ainsi des savants espagnols, anglais, italiens et français qui s'activeront à traduire tous ses ouvrages. Entre 1254 et 1260,
les croisés vont découvrir en Orient une institution déjà bien développée, les hôpitaux. Cela va inspirer le roi français Saint-Louis qui, dès son retour, va fonder le premier hôpital en Europe, plus précisément à Paris, sous le nom de l'hôpital des 15-20. L'Allemagne n'est pas en reste, puisque un ordre militaire dénommé l'ordre teutonique, financé par le fils du roi Frédéric Ier, vont ouvrir un hôpital directement dans la ville sainte de Jérusalem. Même en temps de guerre, la médecine n'a pas de camp. L'hôpital de Sainte-Marie des Teutoniques va devenir une institution où va affluer des médecins d'Orient permettant ainsi le développement de la médecine en Allemagne. D'ailleurs, une petite parenthèse, il faut savoir que les plus grands traités de médecine en langue arabe sont exposés depuis le XVIIIe siècle dans la Bibliothèque nationale allemande. Lors du siège d'El Jazira en 1342, le comte de Derby et duc de Lancastre, Henri de Grosmont, et le comte de Salisbury, William Montagu, ont ramené avec eux les secrets de la poudre et du canon en Angleterre, ainsi que les Espagnols qui reproduiront cette technologie pour en 1492 faire chuter le dernier bastion musulman, la ville de Grenade. C'est la fin de la Reconquista, et l'Europe rentre dans une nouvelle période appelée la Renaissance, profitera de tous les traités traduits dans les mathématiques, l'astronomie, la géographie, la cartographie, pour développer la navigation, faisant naître ainsi de nouveaux explorateurs célèbres dans l'histoire, permettant dès lors à ces pays de devenir de grandes puissances colonisatrices, renforçant ainsi leur propre économie, en redessinant une nouvelle route de la soie et des épices par voie maritime. Vous avez dû remarquer que dans chacune de nos vidéos, la chaîne L'Histoire oubliée s'appuie toujours par des citations des personnages du siècle des Lumières pour démontrer une plus grande véracité de nos informations. Voici donc le philosophe allemand du XVIIe siècle, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, qui déclare dans son livre intitulé « Leçons sur la philosophie de l'histoire » : « Dans la lutte contre les Sarrasins, la bravoure européenne s'était idéalisée en la belle et noble chevalerie. La science et les connaissances sont venues en Occident de chez les Arabes. La flamme d'une noble poésie et d'une libre fantaisie s'alluma chez les Germains au contact de l'Orient. » Il y a aussi le célèbre sociologue et anthropologue français du XVIIIe siècle, Gustave Le Bon, qui écrit dans son ouvrage intitulé « La civilisation des Arabes » : « Grâce aux croisades, l'influence civilisatrice de l'Orient sur l'Occident fut très grande. Quand on considère le développement considérable des relations commerciales et importantes des progrès artistiques et industriels engendrés par le contact des croisés avec les Orientaux, on peut affirmer que ce sont ces derniers qui ont fait sortir l'Occident de la barbarie. » Voyons maintenant ce qu'a dit l'historien français Eugène Saint-Hilaire lors d'un discours prononcé à l'ouverture du cours d'histoire ancienne à la Faculté des Lettres de Paris en 1838, et retranscrit dans son livre intitulé « Histoire d'Espagne ». Oui, c'est aux Arabes par l'Espagne et par les croisades que nous devons cette civilisation dont nous sommes si fiers. Autour de l'officier du roi Louis IX Jean de Joinville, qui a relaté la technologie déjà présente en Orient. Il décrit des torpilles et des armes de siège dans son livre intitulé « Mémoire du sire de Joinville ou Histoire de Saint-Louis ». Elle faisait un tel bruit à venir qu'elle semblait que ce fût la foudre qui descendait du ciel. Cela ressemblait à un grand dragon flottant sur l'eau, et elle jetait si grande clarté qu'elle faisait aussi clair comme le jour. Pendant cette nuit, ils nous lancèrent leurs projectiles de feu, et toutes les fois que notre bon roi Saint-Louis se jetait à terre, instaurant ainsi dans nos cœurs la terreur. Pour finir, en 1845, dans son livre intitulé « Le feu grégois », l'historien français Ludovic Lalanne a accordé un passage à l'historien et paléontographe français Léon Lacabane sur l'ouvrage du chimiste qui a découvert la poudre à canon et inventé la torpille, l'éminent Najm-ed-Din al-Ramah, en disant « Nous voici donc en possession d'un monument du temps, digne de toute confiance et pouvant nous fixer d'une manière certaine sur l'état des connaissances des Arabes dans l'art de la pyrotechnie et des mélanges salpêtrés, à une époque où cet art n'avait pas encore pénétré chez les nations chrétiennes. » Avant de finir cette vidéo, j'aimerais clarifier une chose. Je n'ai eu ni l'intention de rabaisser une communauté religieuse, ni d'en élever une autre. Mais j'ai juste voulu relater des événements qui, à mon sens, n'ont pas vraiment été mis en lumière dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.